Parti d'un rêve pour changer de vie, ou bien créatif depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Bonjour Mélanie. Bonjour Alexine. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? Oui, bien sûr. Alors, avant d'être référente pédagogique à l'EDA, j'ai été styliste infographiste pendant 5 ans pour une marque de vêtements enfants. Pour avoir ce type de poste, j'ai fait des études dans l'art, forcément. J'ai commencé par un bac technologique art appliqué, qui aujourd'hui est le bac STD2A. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un BTS design de mode et une licence mode, qui aujourd'hui correspond à un Day in Made mention mode. Quand on fait des études de styliste, il peut y avoir 2 directions possibles. Soit on peut se diriger dans la mode luxe, on va dire, les grandes marques comme Louis Vuitton, Chanel, Dior, Hermès, etc. Et là, on va plus travailler dans les ateliers, comme on peut voir dans les reportages à la télé. Et l'autre direction, c'est celle que moi j'ai choisie, c'est la mode PAP, donc prêt-à-porter. Où là, on va retrouver des enseignes comme Promode, Camaïeu, Grain de Malice, Okaïdi, DPAM, ce genre de choses. Et donc le métier de styliste infographiste, c'est de concevoir les collections en équipe avec beaucoup d'outils numériques. Après ta licence, comment tu as trouvé ce poste-là ? Je suis tout de suite partie en recherche d'un emploi. J'ai regardé les annonces sur le site Fashion Job, qui est réservé aux pros de la mode et au luxe, qui permet de trouver des stages ou des emplois CDD, CDI. Et mon premier poste réel, ça a été un concours de circonstances, puisque je travaillais sur la région lilloise et j'ai rencontré une chef de marché de l'entreprise Okaïdi, qui recherchait une remplaçante pour sa styliste qui allait être en congé maternité. Donc voilà, ça a été un coup de chance pour moi. J'ai enchaîné sur un CDD de 3 mois qui ensuite s'est prolongé et qui s'est terminé en CDI. Et du coup, j'ai travaillé pour l'entreprise Okaïdi pendant 5 ans dans différents secteurs. D'abord en mode pour les enfants maternels garçons et filles. Ensuite chez les bébés garçons. Et après, tout ce qui était accessoires pour tous les tranches d'âge de l'entreprise. Concrètement, je participais à l'élaboration des collections à l'aide d'outils informatiques. On crée des nouvelles pièces, des nouveaux vêtements de manière numérique. Donc les missions, elles vont être assez diverses. On va réaliser les dessins des vêtements sur logiciel. J'avais aussi pour mission de créer des motifs ou des imprimés textiles. Une grande partie de mon travail, c'était de concevoir les dossiers techniques pour les usines et la production. Donc là, il faut dessiner de manière technique les vêtements, les simplifier le plus possible. On ne va pas faire des illustrations de mode. C'est vraiment un dessin technique pour que ça soit compréhensible pour les personnes qui travaillent dans les usines. Une autre mission qui prenait beaucoup de temps, c'est tout ce qui va être les validations. Donc les textiles, les matières qu'on a demandées, voir si elles correspondent bien au niveau de qualité qu'on exige. Les couleurs qu'on a définies pour les collections et tout ce qui va être accessoirisation. Donc c'est les boutons, les fils, les fermetures éclairs, ce genre de choses. Donc je passais beaucoup de temps à valider toutes ces choses-là. Ensuite, il y a une partie recherche stylistique. Donc là, on doit être toujours en veille sur les tendances, les formes, les nouvelles formes qui arrivent, les types d'imprimés, les illustrations. Donc ça, c'est pareil, ça prend pas mal de temps. On passe un bon nombre d'heures sur Pinterest, mais c'est toujours sympa. Une autre mission, c'est de suivre le développement des produits. Donc ça, c'est en équipe, toujours. Donc c'est de se dire, on voit toutes les étapes. Le premier prototype, le second, le vêtement final avant que ça soit commandé et que ça parte dans les magasins par la suite. Bien sûr, il y a la participation aux réunions de style avec les bureaux de tendance. Et la dernière mission qui est très sympa aussi, c'est de participer au salon mode et aux sessions shopping. Est-ce que tu peux nous parler d'une semaine type quand tu fais ce genre de métier ? Comment elle se déroule ta semaine ? Donc on va dire que 70% du temps, c'est consacré à la création des dossiers et des imprimés. C'est vraiment la grosse mission de la styliste infographiste. Ensuite, on va dire qu'il y a environ 20% du temps, c'est les échanges avec les autres membres de l'équipe. Donc il y aura des chefs de produits, il y a des acheteurs, il y a des modélistes. Donc ça, c'est pour tout ce qui est mise au point des vêtements. Et puis 10% du temps à peu près pour les réunions. Donc on a une réunion hebdomadaire en général pour faire un point sur les chiffres, les ventes, les objectifs du rayon, s'il y a des commandes supplémentaires à passer parce qu'il y a un produit qui s'est super bien vendu, donc il faut du réassort, voilà, ce genre de choses-là. Si je prends à la journée, c'était souvent divisé en 2 temps. Donc la matinée plutôt pour tout ce qui est création de dossiers, les modifications, les retouches à faire, les réalisations des motifs, veille concurrentielle, inspiration. Et puis l'après-midi, c'est plutôt les échanges avec les acheteurs
qui eux aussi nous demandent des modifications sur les dossiers. Et tout ce qui va être essayage, prototype, donc là c'est en collaboration avec la chef de marché et la modéliste. Et donc comme je le disais tout à l'heure, la grosse partie de mon après-midi, c'est les validations, tissus, matières, couleurs, etc. C'est un métier où finalement il y a quand même beaucoup de collaboration. Oui, on ne travaille jamais seul. La styliste infographiste, c'est pas elle qui décide de la collection. Il y a tout un protocole à respecter. On regarde ce qui s'est passé les années précédentes, on regarde les tendances. Il faut aussi que ça soit en lien avec les valeurs de la marque pour laquelle on travaille. Donc tout le monde travaille vraiment en collaboration étroite pour créer les collections. Et tout à l'heure, tu parlais des bureaux de tendance. Est-ce que tu peux expliquer un peu déjà ce que c'est et ce qu'on y découvre ? Oui, bien sûr. Donc, un bureau de tendance ou un bureau de style, ça va être une équipe de créatifs qui joue un rôle de conseil et d'accompagnement. Donc, en général, on les voit une fois par saison, donc 2 fois par an. Et ces bureaux de tendance sont là pour nous aider à définir nos collections, celles qu'on va créer. Ils vont nous apporter un savoir et des connaissances par rapport aux tendances qui sont définies. Chaque année, il y a des tendances particulières. Et eux, ils vont nous aider à adapter ces tendances à l'identité de la marque pour laquelle on travaille. Donc, par exemple, je vais vous en citer 3 les plus connus. Il y a le bureau de tendance Péclers à Paris, le bureau de tendance Nelly Rodi et le bureau de tendance Promostyle. Et donc, chaque bureau de tendance va travailler pour différents secteurs. La mode, les accessoires, la beauté bien-être, le design de produits, etc. Et donc, eux, ils créent des cahiers tendances. Ils nous amènent ça, donc on peut les acheter. Et ensuite, nous, on va faire comme un peu un entonnoir. On va prendre cette tendance et on va se dire, ok, là, par exemple, par rapport à la marque Okaidi, comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qu'on ne garde pas ? Parce que même s'il y a des tendances dans l'année qui sont définies, il y a peut-être des choses par rapport au secteur dans lequel on travaille qu'on ne va pas garder. Nous, pour l'enfant, on était obligé parfois de réduire un peu l'intensité des couleurs ou d'aller vers des choses plus pastel, puisque par exemple mettre un violet hyper vif sur des bébés, ça se fait pas trop. Donc en général, voilà, ils nous parlaient de la couleur de l'année. Donc par exemple en 2025, là c'était le mocha mousse qui était très tendance et qui était défini comme la couleur à suivre. Et les bureaux de tendance comme Péclers, ils travaillent 2 ans à l'avance. Donc là on est en 2025. Eux, ils ont déjà défini les tendances 2026 et 2027. Et ensuite, les entreprises qui font des collections de mode, eux, ils travaillent 1 an à l'avance. Donc juste un petit éclaircissement, moi je travaillais donc pour l'entreprise Okaidi qui est spécialisée pour les enfants, donc de la naissance jusqu'à 14 ans. Et mon métier était différent parce que quand on travaille dans l'enfant ou dans la femme ou l'homme par exemple, l'organisation de l'entreprise elle est peut-être pas identique partout. Donc nous on était organisés par équipe par tranche d'âge. Donc il y avait les bébés 0-2 ans, ensuite les enfants maternels 2 à 5 ans, et ensuite l'enfant 6-14 ans et le pôle accessoires. Et dans d'autres entreprises, pour des marques femmes par exemple, ça va plutôt être organisé par famille de produits. Donc ça veut dire qu'il y aura une styliste qui va s'occuper uniquement des t-shirts, une autre qui va faire que les pantalons, encore une autre qui fera les pulls, une autre qui fera les robes. Donc eux, vraiment, ils ne créent que les mêmes types de produits toute l'année. Ou alors après aussi, dans d'autres entreprises, il y a l'organisation par type de matière. Donc d'un côté, il y a la maille, donc qui peut être tout ce qui est t-shirt, parfois des robes, des pulls. Et puis après, on va avoir tout ce qui est chaîne et trame. Donc ça va plutôt être les pantalons, les chemises, les vestes. Quelles sont les qualités requises pour faire ce métier, selon toi ? Alors, pour être une bonne styliste infographiste, forcément, il faut être créative. Il faut savoir dessiner. Même si on utilise l'ordinateur, de base, il faut avoir un bon coup de crayon et savoir dessiner des vêtements. Il faut avoir une très bonne maîtrise des couleurs, parce que c'est vraiment un point très important dans le métier. Je dirais qu'il faut quand même avoir une bonne connaissance de l'univers de la mode et tout ce qui va être matière tissu. Ensuite, forcément, comme c'est une grosse partie de notre journée, il faut maîtriser les logiciels ou les outils numériques. Donc souvent, c'est la suite Adobe avec Illustrator, Photoshop. Et puis parfois, dans les entreprises, il y a des logiciels un peu plus spécifiques. Moi, par exemple, j'utilisais un logiciel qui me permettait de créer directement les motifs à carreaux pour les chemises ou les rayures, ce genre de choses-là. Je pense qu'il faut être bien organisé. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on crée les collections 1 an à l'avance au minimum. Il y a des délais à respecter, puisqu'on travaille avec des usines qui sont à l'autre bout du monde.
Parfois un petit peu plus en local, on essaye, hein, mais voilà, il y a des délais de conception, de production à respecter, donc il faut être organisé pour gérer tout ça. Forcément, il faut avoir l'esprit d'équipe, puisqu'on travaille avec plein de personnes différentes. Et puis, il faut maîtriser l'anglais, parce que les dossiers techniques qu'on réalise, on écrit en français dedans, mais on met la traduction en anglais. Donc, il faut connaître tout le vocabulaire textile en anglais pour que ça soit compréhensible par tout le monde. Et si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le domaine, sachant que toi, tu as déjà travaillé dedans, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je dirais qu'il faut avoir de l'ambition et se donner les moyens, parce que c'est des postes, il n'y a pas beaucoup de place. Dans les entreprises, il n'y a pas plus d'une dizaine de stylistes, je pense. Bien sûr, tout dépend de la taille de l'entreprise, hein, mais c'est des postes qui ne sont pas souvent libres. Et donc, il faut être curieux ou curieuse, développer sa culture artistique. Et puis, avant de faire ces études-là, si on ne sait pas encore qu'on veut se lancer dans ce domaine-là, il ne faut pas hésiter à tester par soi-même, à apprendre à coudre, s'amuser à créer des choses. Bien sûr, ça, après, on le découvre pendant la formation, pendant les études. Mais ouais, je pense qu'être curieux et avoir envie de créer, c'est le bon conseil pour se lancer dans ce domaine-là. Et pour terminer, est-ce que tu pourrais nous parler des autres domaines qui existent dans le design de mode ? Oui, bien sûr. Donc là, on a vu le métier de styliste pour le prêt-à-porter. Quand on fait ces études-là, on peut aussi devenir designer textile. Donc là, on va vraiment se concentrer sur la création des tissus en eux-mêmes. Après, on peut devenir modéliste. Donc ça, c'est des personnes avec qui je travaillais. Donc les modélistes, elles vont surtout s'occuper des mesures, des patrons des vêtements et tout ce qui va être mis au point. Donc les réglages à faire pour que le vêtement tombe bien sur le corps, qu'il soit ajusté comme on le souhaite. Après, on va avoir des choses un peu plus du domaine du luxe, comme les brodeuses. On peut aussi avoir le métier de tailleur, donc lui qui va plutôt être spécialisé sur de la création de vêtements sur mesure. On peut aussi avoir une direction où on va se diriger vers le métier de costumier ou costumière. Et après, en parallèle, donc là, il faut faire d'autres études complémentaires. Ça va être tous les métiers qui sont liés au commerce ou au marketing. Et donc là, c'était plus les métiers comme chef de produit, les acheteurs ou encore les merchandisers. Ok, super. Écoute, merci beaucoup pour tout ce partage. Je t'en prie, merci à toi. Le but, c'est vraiment de faire découvrir un petit peu plus ce domaine-là qui n'est pas toujours connu de tout le monde et puis que les élèves puissent avoir des pistes à découvrir pour s'orienter, pour voir si ce domaine-là peut les intéresser. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir le site de l'ONICEP qui a des fiches métiers très détaillées qui sont vraiment super intéressantes et vous avez aussi des liens vers d'autres métiers qui pourront sans doute vous donner pas mal d'inspiration. Merci beaucoup Mélanie. Merci Alexine. Si vous avez aimé ce podcast, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. À bientôt pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école à distance d'art appliqué. Pour en savoir plus sur l'école et ses formations, rendez-vous sur le site edaa.fr.